C'est toi, la honte de ma vie. Ce sont les mots exacts que mon fils m'a dit. Pas au téléphone, pas dans une lettre. En face de moi, dans l'allée de ce pavillon que la banque venait de nous reprendre, avec nos affaires empilées dans 3 cartons sur le trottoir sous une pluie fine de novembre. Il avait 23 ans. Il portait ce manteau beige que sa mère lui avait offert pour son entrée à l'école de commerce. Il m'a regardé comme on regarde un inconnu gênant. Puis il est monté dans la voiture de sa mère, sans se retourner. Je suis resté là, sous la pluie, avec mes 3 cartons. Je m'appelle Marcel. J'ai 62 ans aujourd'hui. Et si vous m'aviez vu ce soir-là dans l'allée de Massy, vous n'auriez jamais parié 1 centime sur moi. Il faut que je vous raconte comment on en est arrivé là, parce que la chute n'arrive jamais d'un seul coup. Elle prend son temps. Elle s'installe progressivement, comme une mauvaise odeur, dans une maison qu'on n'ose plus regarder. Pendant 22 ans, j'avais travaillé comme responsable technique dans un groupe de construction à Évry. Pas un grand nom, pas une multinationale, mais une entreprise sérieuse de taille intermédiaire qui faisait des marchés publics, des rénovations de bâtiments, quelques chantiers industriels en région parisienne. J'avais commencé comme technicien de maintenance, j'avais gravi les échelons un par un, et à 45 ans, j'étais responsable d'une équipe de 10 à 9 personnes avec un salaire décent, une voiture de fonction et la certitude tranquille que le pire était derrière moi. Ma femme, appelez-la comme vous voulez. Je l'appellerai simplement mon ex-femme désormais s'était habituée à ce niveau de vie. Pas de manière extravagante, non. Nous n'étions pas du genre à partir aux Maldives ou à changer de voiture tous les 2 ans. Mais il y avait le pavillon en zone pavillonnaire, les vacances en Bretagne, le fils dans une école privée, puis en école de commerce à Paris, les dîners au restaurant le samedi soir. Une vie confortable, une vie ordinaire et digne, comme des millions de Français. En 2010, le groupe a été racheté. Les nouveaux propriétaires ont fait ce que font toujours les nouveaux propriétaires. Ils ont regardé les coûts, ils ont tracé des lignes sur des tableurs, et ils ont décidé que mon poste avec mon ancienneté, mon salaire, mes congés accumulés, coûtaient trop cher pour ce qu'ils rapportaient à court terme. On m'a convoqué un mercredi matin. La réunion a duré 20 minutes. J'avais 47 ans. Je suis rentré à la maison avec une boîte en carton contenant mes affaires de bureau, une photo de mon fils enfant, un stylo Montblanc qu'on m'avait offert pour mes 10 ans dans l'entreprise, et un cactus que personne ne voulait arroser à ma place. Mon ex-femme était dans la cuisine. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle a posé sa tasse de café sur le comptoir avec un soin excessif, comme si elle avait besoin d'un moment pour réfléchir à sa réponse. Et elle m'a dit « Tu vas retrouver quelque chose rapidement. J'espère. » Ce n'était pas une question. Pendant 8 mois, j'ai cherché. J'ai envoyé des centaines de CV. J'ai eu quelques entretiens. À 47 ans, dans le secteur du BTP, avec un profil de manager intermédiaire, vous ne représentez pas exactement ce que les recruteurs cherchent avec enthousiasme. Trop cher, trop expérimenté, pas assez flexible. J'entendais toujours une variation de la même phrase, formulée avec des sourires polis qui ne trompaient personne. Pôle emploi m'indemnisait correctement au début, puis de moins en moins. Nous avons commencé à puiser dans nos économies. Mon ex-femme a repris un mi-temps dans une agence immobilière où elle avait travaillé avant notre mariage. Elle ne m'en a pas dit un mot, mais j'ai vu sa façon de regarder les relevés de compte changer. Un regard différent. Un regard qui évalue. Mon fils, lui, était en 2e année d'école de commerce à Paris. Il rentrait le week-end parfois, et je voyais bien qu'il cherchait dans mon visage quelque chose qu'il n'y trouvait plus. Il avait grandi dans la conviction que son père était quelqu'un de solide, quelqu'un à qui les choses réussissaient. Ce qu'il voyait maintenant, c'était un homme en jogging à 11 heures du matin qui parcourait des offres d'emploi sur un ordinateur portable dans le salon. Un soir, j'ai entendu une conversation qu'il n'était pas censé avoir devant moi. Il était au téléphone avec un ami dans sa chambre, la porte entr'ouverte. Il disait que son père avait tout raté, que c'était embarrassant d'expliquer ça aux gens de sa promo, que sa mère méritait mieux que ça. J'ai refermé ma porte doucement. Je n'ai rien dit. La banque a commencé à envoyer des lettres au début de la 2e année, puis des lettres recommandées, puis des appels. Nous avions un crédit immobilier sur le pavillon, et sans mon salaire, même avec le mi-temps de mon ex-femme, nous ne pouvions plus tenir.
Nous avons négocié, nous avons demandé des délais, nous avons essayé de vendre avant la saisie. Ça n'a pas fonctionné assez vite. C'est à ce moment-là que mon ex-femme m'a demandé de partir. Pas méchamment, avec cette froideur définitive qui est parfois pire que la méchanceté. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude, que notre fils avait besoin de stabilité, et que être, pour nous deux, c'était mieux ainsi. J'ai signé les papiers chez le notaire en mars. Et c'est ainsi que, 2 mois plus tard, je me suis retrouvé dans l'allée d'un pavillon que je ne possédais plus, sous la pluie, avec 3 cartons sur le trottoir, pendant que mon fils montait dans la voiture de sa mère, en me disant que j'étais la honte de sa vie. Je suis allé habiter chez mon frère à Longuejumeaux pendant 3 semaines. 3 semaines à dormir sur un canapé, à boire du café trop fort et à regarder les informations sans les voir. Mon frère ne me demandait rien. Il me laissait exister dans un coin de son appartement, ce qui était déjà une forme de générosité. C'est là, sur ce canapé, que j'ai commencé à réfléchir différemment. Pas à retrouver un emploi, non, à quelque chose d'autre. Pendant 22 ans, j'avais géré des équipes de techniciens, supervisé des chantiers de maintenance, résolu des problèmes complexes avec des budgets serrés. Je connaissais les fournisseurs, les sous-traitants, les normes, les certifications. Je savais faire ce travail mieux que quiconque dans mon entourage. La seule chose que je n'avais jamais faite, c'était le faire pour moi-même. J'ai trouvé une chambre dans une pension de famille à Ris-Orangis, 180 € par mois, une fenêtre qui donnait sur un mur de briques, des toilettes partagées sur le palier. La propriétaire s'appelait Madame Ferreira, et elle posait des questions auxquelles je répondais le moins possible. J'avais 50 ans dans 2 ans. J'avais économisé 3 000 € en liquidant le peu qui me restait après la séparation. Et j'avais un téléphone portable avec les numéros de tous les artisans et sous-traitants avec qui j'avais travaillé pendant 2 décennies. Les premiers mois, j'ai travaillé seul. Je me suis déclaré en auto-entrepreneur, le régime venait d'être simplifié, c'était une des rares choses qui m'aidait. Maintenance technique, petit dépannage, intervention dans des immeubles collectifs, des syndics qui avaient besoin de quelqu'un de réactif sans passer par les gros prestataires. Je facturais raisonnablement, je travaillais proprement et je rappelais toujours dans l'heure. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la réputation dans ce métier se construit plus vite que je ne pensais. Un syndic satisfait en parle à un autre. Un gestionnaire d'immeuble vous recommande à un ami. Au bout de 8 mois, je ne pouvais plus tout faire seul. J'ai fait appel à d'anciens collègues, d'abord en sous-traitance, puis en les embauchant. J'ai changé de statut juridique, ouvert une SARL, trouvé un petit local commercial à Évry pour stocker le matériel. Durant tout ce temps, je n'avais pas de nouvelles de mon fils. Son numéro de téléphone n'avait pas changé. Je l'avais vérifié 1 ou 2 fois sans appeler. Ma sœur m'avait dit qu'il avait terminé son école de commerce, qu'il travaillait dans une agence de communication à Paris, qu'il avait une petite amie et un appartement dans le 18e arrondissement. Je savais qu'il allait bien. C'était suffisant pour dormir. Je ne vais pas vous raconter ces 14 années comme si c'était une ligne droite. Ce n'était pas une ligne droite. Il y a eu un exercice fiscal catastrophique en 2014, quand un client principal a fait faillite en me devant 140 000 €. J'ai failli tout perdre une 2e fois. Il y a eu une blessure au genou en 2016, qui m'a cloué chez moi pendant 3 mois et m'a forcé à déléguer à des gens en qui je n'avais pas encore assez confiance. Il y a eu la période Covid qui a bloqué tous les chantiers pendant des semaines et m'a obligé à choisir entre payer mes employés ou payer mes fournisseurs, un choix impossible que j'ai résolu en ne me payant pas moi-même pendant 4 mois. Mais il y a eu aussi autre chose. Quelque chose que personne ne voit de l'extérieur, mais qui change tout de l'intérieur. Quand vous reconstruisez seul, sans filet, sans quelqu'un à la maison qui vous attend, sans le regard de votre fils que vous voulez impressionner ou rassurer, vous découvrez ce que vous valez vraiment. Pas ce que les autres pensent que vous valez. Ce que vous valez vous. Et j'ai découvert que je valais plus que ce qu'on m'avait laissé croire dans cette allée sous la pluie. En 2018, j'ai remporté un appel d'offres important pour la maintenance technique d'un parc immobilier géré par une foncière parisienne. 47 immeubles, contrat sur 3 ans, reconductible. C'était le contrat qui a tout changé. J'ai embauché 15 personnes supplémentaires, investi dans du matériel,
structurer des procédures. La Sarl est devenue une SAS. Le local d'Evry est devenu des bureaux à Massy. Oui, Massy, à quelques rues du pavillon que la banque m'avait repris. Je n'y suis pas retourné exprès. Enfin si. Une fois, un soir après le travail, je me suis garé en face. Il y avait une autre famille là, dedans maintenant. Une lumière jaune dans la cuisine, une bicyclette d'enfant contre le mur. J'ai regardé quelques minutes, puis je suis reparti. Je ne ressentais rien de particulier. Ni amertume, ni nostalgie. Juste une sorte de constat tranquille. C'était le passé, et le passé ne me devait rien. En 2024, un groupe de Facilities Management basé à Lyon m'a contacté. Il cherchait à acquérir des sociétés régionales solides pour constituer une offre nationale. Nous avons négocié pendant 9 mois. Mon expert comptable et mon avocat m'ont accompagné dans chaque réunion. La valorisation finale était de 11 200 000 euros. Je répète, 11 200 000 euros. Pour une entreprise que j'avais construite depuis une chambre à 180 euros par mois, avec 3 000 euros d'économie et un téléphone portable. J'ai signé les actes de cession chez un notaire à Paris le 14 mars 2024. Après les impôts et les charges, il me restait quelque chose comme 7 millions et demi net. Je suis sorti du cabinet notarial. J'ai marché jusqu'au jardin du Palais Royal. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé les gens passer pendant 1 heure. Je n'ai appelé personne. Je n'avais personne à appeler. Ce n'est pas de la tristesse, c'est juste la vérité. La vie que j'avais menée pendant ces 14 ans était une vie solitaire, pas misérable solitaire. J'avais des collègues, des partenaires commerciaux, des relations professionnelles, mais pas de famille proche. Mon frère et moi parlions quelques fois par an. Mon ex-femme s'était remariée, et mon fils vivait sa vie à Paris sans que j'en fasse partie. C'était mon choix autant que le sien. Je ne lui en voulais plus. La rancœur prend trop d'énergie, et j'avais besoin de toute mon énergie pour autre chose. 2 semaines après la signature, j'ai pris un appartement en location dans le 7e arrondissement de Paris, un beau quartier, calme, près des Invalides. Un appartement avec un parquet ancien, de hauts plafonds, une vue sur des toits, 3 pièces, parce que je n'avais pas besoin de plus. Je me suis acheté quelques meubles simples, un bon matelas, une bibliothèque. Je n'avais pas envie d'ostentation. J'avais envie de confort discret, ce qui est une chose très différente. C'est mon fils qui m'a retrouvé. Je ne sais pas exactement comment. Peut être par des recherches en ligne, peut être par des contacts communs, peut être que mon nom avait circulé dans des cercles professionnels parisiens après la session. Toujours est-il qu'un soir de mai, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas enregistré mais que j'ai reconnu immédiatement. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Sa voix avait changé. Plus grave, plus posée. Mais il y avait quelque chose d'autre dedans. Une tension, une hésitation. La voix de quelqu'un qui a répété ce qu'il va dire, mais qui n'est plus sûr de ses mots au moment de les prononcer. « Papa, c'est moi. » Je n'ai rien dit pendant 2 secondes. Pas par calcul. Simplement parce que je n'avais pas de réponse toute prête pour un mot que je n'avais plus entendu de sa voix depuis 14 ans. « Je sais que ça fait longtemps, a-t-il continué. Je comprends si tu ne veux pas me parler, mais j'ai besoin de te voir. » J'ai demandé comment il allait. Il y a eu un silence. Pas très bien, honnêtement. Well. Nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain à 10 à 9 heures dans un café du 16e arrondissement, un endroit neutre qu'il avait proposé. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Il était déjà là. Mon fils avait 50 ans dans quelques mois. Il avait les tempes grisonnantes, les mêmes yeux que sa mère, et les mains de quelqu'un qui n'a pas dormi correctement depuis plusieurs semaines. Il portait un blouson correct, mais un peu usé au coude. Il s'est levé en me voyant entrer, avec ce mouvement hésitant de quelqu'un qui ne sait pas s'il doit tendre la main ou faire autre chose. Je lui ai serré la main. Nous nous sommes assis. Il a commandé un café allongé. J'ai pris un verre d'eau. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps pendant peu. Être 3 minutes Paris, le quartier. Si je connaissais ce café avec cette politesse artificielle qu'on déploie quand on a des choses importantes à dire et qu'on ne sait pas par où commencer. C'est lui qui a commencé. Après son école de commerce,
Il avait travaillé plusieurs années dans une agence de communication, puis il avait quitté son poste pour monter sa propre structure avec un associé. Conseil en communication pour des PME. Ça avait bien marché pendant 5 ans. Puis l'associé était parti en emportant les principaux clients et, ce qu'il n'avait pas mentionné dans les termes de leur séparation, une partie significative de la trésorerie. Il y avait eu une procédure judiciaire. Elle avait coûté cher et n'avait rien réglé. La société avait été placée en liquidation judiciaire 6 mois plus tôt. Il me racontait ça posément, les yeux sur sa tasse de café, avec la précision de quelqu'un qui a répété ce récit plusieurs fois peut être à un conseiller juridique, peut être à sa banque, et qui en a retiré toute l'émotion pour rester fonctionnel. Il avait également une dette personnelle d'environ 180 000 euros, résultant de garanties qu'il avait données à titre personnel pour des emprunts professionnels. Sa banque refusait de rééchelonner. Il avait contacté un mandataire, mais les options étaient limitées. Et il avait divorcé 2 ans plus tôt, pas pour des raisons financières, a-t-il précisé. Mais les 2 crises s'étaient superposées d'une façon qui n'arrangeait rien. Il a levé les yeux de sa tasse. « Je suis dans une situation très difficile, papa. J'ai besoin d'aide, une aide concrète. » Il a mentionné un chiffre, 150 000 euros. Pour solder la dette personnelle, repartir sur une base propre, relancer quelque chose de nouveau. Il a ajouté, « J'ai lu dans la presse professionnelle que tu avais cédé ta société. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu avais fait tout ça. » Il y avait quelque chose dans sa voix à ce moment-là. Pas de la manipulation, pas du calcul. Quelque chose de plus honnête et de plus douloureux que ça. De la honte de quelqu'un qui réalise qu'il a eu tort pendant très longtemps et qui doit vivre avec cette réalisation au moment précis où il vient demander quelque chose. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai bu mon verre d'eau. J'ai regardé par la fenêtre du café, les voitures sur le boulevard, un couple avec une poussette qui passait sur le trottoir. Et j'ai pensé à l'allée de Massy, à la pluie, aux 3 cartons sur le trottoir, à ces mots, la honte de ma vie. Je ne lui en voulais pas. C'est ce que j'ai compris à cet instant, clairement et sans ambiguïté. Je ne lui en voulais plus. Peut-être que je lui en avais voulu pendant les premières années, dans la chambre de Risorangis, dans les moments de fatigue ou de découragement. Mais là, en face de cet homme aux tempes grisonnantes qui me regardait avec les yeux de ses 23 ans superposés aux yeux de ses 49 ans, je ressentais quelque chose de beaucoup plus simple que la rancœur. Je ressentais de la peine pour lui. Pas de la pitié, de la peine. Ce n'est pas la même chose. J'ai dit, je veux te répondre honnêtement. Tu mérites une réponse honnête. Il a hoché la tête. Je ne vais pas te donner 150 000 euros. Il n'a pas bronché. Peut-être qu'il s'y attendait. Peut-être qu'il avait préparé une réponse à ce refus. Pas parce que je ne peux pas, ai-je continué. Et pas parce que je t'en veux pour ce qui s'est passé il y a 14 ans. Mais parce que ce n'est pas ce dont tu as besoin. Et parce que si je faisais ça, ce serait la chose la plus facile pour moi, écrire un chèque et passer à autre chose. Mais ce serait la chose la plus mauvaise pour toi. Il a froncé les sourcils légèrement. Il ne s'attendait pas à cette formulation. Je lui ai demandé s'il voulait m'écouter pendant quelques minutes. Il a dit oui. Je lui ai raconté la chambre de Risorangis, le canapé chez mon frère, les 3 000 euros et le téléphone portable. Les premiers syndics que j'avais appelés en expliquant que j'étais indépendant, disponible, et que je rappelais, dans l'heure, les nuits à préparer des devis sur une table de cuisine trop petite, l'exercice fiscal catastrophique de 2014, et le choix entre me payer ou payer mes employés. Je lui ai raconté pas comme quelqu'un qui veut impressionner ou qui veut infliger une leçon. Je lui ai raconté parce que c'était la vérité et qu'il avait le droit de la connaître. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, j'ai dit « Ce que tu vis en ce moment, c'est douloureux, c'est humiliant, c'est épuisant. Je le sais mieux que quiconque. Mais c'est aussi la chose la plus utile qui puisse t'arriver si tu la traverses correctement. » « Et comment on la traverse correctement ?» a-t-il demandé. Sa voix était différente maintenant. Moins la voix du script préparé. Plus quelque chose de réel. J'ai réfléchi avant de répondre. En ne cherchant pas à effacer la dette. En la regardant en face,
en contactant un conseiller en surendettement à la Banque de France, plutôt qu'un mandataire privé, c'est gratuit et souvent plus efficace pour les dettes personnelles de cette taille. En ne recommençant pas avec un associé dont tu n'as pas vérifié les finances personnelles, et en acceptant que, pour un moment, tu vas devoir vivre plus modestement que tu ne le voudrais. Ce n'est pas une punition, c'est juste le réel. Il a posé ses 2 mains à plat sur la table. Un geste que je lui connaissais depuis tout petit, quand il essayait de contenir quelque chose. Tu aurais pu juste ne pas répondre quand j'ai appelé. Oui. Privers said no. Pourquoi tu as répondu? J'ai regardé mon verre d'eau vide. Parce que tu es mon fils. Ce n'est pas plus compliqué que ça. And it fast. Il y a eu un long silence. Pas un silence gêné. Un silence qui a sa propre texture, son propre poids. La fenêtre du café montrait maintenant la rue sous des lumières de soirée, et les gens rentraient du travail sur le trottoir avec ce visage un peu fermé, des gens fatigués dans une grande ville. « Je suis désolé », a-t-il dit. Simplement, sans construire une phrase autour, sans qualifier ou nuancer. Juste ces 3 mots. Je n'avais pas attendu ces 3 mots pendant 14 ans. Je ne les avais pas cherchés. Mais maintenant qu'il les disait, je comprenais qu'ils comptaient quand même, pas pour effacer quoi que ce soit, mais parce que la vérité a de la valeur, même tardive. « Je sais », ai-je dit. Nous avons parlé encore 1 heure ce soir-là. 2 choses pratiquent la procédure Banque de France. Les erreurs à ne pas répéter dans une prochaine structure. Les questions à poser avant de s'associer avec quelqu'un. Je lui ai donné le nom de mon expert comptable, qui acceptait parfois de recevoir des gens en difficulté pour une première consultation sans honoraires immédiats. Je lui ai dit qu'il pouvait m'appeler si des questions concrètes se posaient. Ce que je ne lui ai pas dit ce soir-là, mais ce que j'avais décidé dans le café, que si dans 6 mois, après avoir suivi la procédure normale, après avoir restructuré sa situation lui-même, il avait un projet solide à me présenter, un vrai projet, avec un business plan, une analyse de marché, une structure juridique propre, alors on pourrait être parlé d'un investissement. Pas un don. Un investissement avec des conditions, un suivi, une vraie relation professionnelle entre 2 adultes. Mais ça, il devait le mériter. Et il ne pouvait le mériter qu'en commençant seul. En sortant du café, sur le trottoir, il y avait encore cette hésitation, la même qu'à son arrivée, ne pas savoir si on se serre la main ou autre chose. Cette fois, c'est lui qui a décidé. Il a fait un pas en avant et m'a pris dans ses bras, brièvement, maladroitement, comme quelqu'un qui n'a pas pratiqué le geste depuis trop longtemps. Je lui ai tapé 2 fois dans le dos, la manière dont font les pères. Nous nous sommes séparés sur le boulevard. Il est parti vers le métro. Je suis rentré à pied vers le 7e arrondissement, le long de la Seine, dans l'air frais de mai. Paris était beau ce soir-là. Comme Paris sait l'être quand vous n'êtes pas pressé et que vous n'avez rien à prouver à personne. Je n'allais pas lui donner 150 000 €. Je n'allais pas non plus lui fermer la porte. Entre les deux, il y avait quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus utile. Lui montrer que les choses se reconstruisent, que ça prend du temps, que ça fait mal, et que c'est précisément pour ça que ça en vaut la peine. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé au fond d'un tiroir une photo que j'avais conservée sans savoir exactement pourquoi. Mon fils devait avoir 7 ans. Nous étions en vacances en Normandie, sur une plage de galets près d'Étretat. Il riait de quelque chose, la bouche grande ouverte, les cheveux mouillés par les embruns. Il n'y avait pas encore de manteau beige, pas encore d'école de commerce, pas encore de hiérarchies invisibles entre les pères et les fils. Il y avait juste un enfant sur une plage de galets qui riait. J'ai posé la photo sur ma bibliothèque, entre 2 livres. Ce que j'ai appris en 50 ans de vie professionnelle et personnelle tient dans quelques phrases simples que personne ne vous enseigne vraiment, ni à l'école, ni dans les familles, ni dans les entreprises. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède au moment où tout va bien. Elle se mesure à ce qu'il fait quand il n'a plus rien et que personne ne regarde. L'argent que vous gagnez en travaillant dur porte une qualité différente de l'argent qu'on vous donne. Cette qualité ne se voit pas sur un relevé de compte. Elle se voit dans la façon dont vous dormez la nuit. Et les enfants qui ont honte de leurs parents quand ils échouent ont souvent besoin, plus que n'importe quoi d'autre, que ces parents leur montrent comment on se relève.
pas par des paroles, par l'exemple. Je ne sais pas ce que mon fils fera de ce que je lui ai dit dans ce café. Je ne sais pas si elle va se relever, si elle va reconstruire quelque chose, si elle va un jour être fière de lui-même d'une façon qui ne dépend pas des autres. C'est son chemin, pas le mien. Le mien, je l'ai déjà marché. Seul, sous la pluie, depuis une allée de Massy avec 3 cartons sur le trottoir, jusqu'à un appartement calme avec un parquet ancien et une vue sur les toits de Paris. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. C'est mieux que ça. C'est la vie que j'ai construite.